la dette a commencé de façon évidente du temps des Capétiens. Donc c'est vers l'an 1100. Les Templiers, qui étaient donc des moines soldats qui s'étaient enrichis abusivement en allant piller le Moyen-Orient dans les premières croisades, et avec l'aide de l'Église catholique de Rome, se sont retrouvés avec une telle masse d'argent qu'ils ont prêté l'argent au roi de France. Le roi de France l'a accepté, a fait monter la dette, et à un moment a dit, maintenant ça suffit, vous m'attrapez tous les Templiers, vous les tuez tous et vous cherchez les trésors. Donc ça a été la première fois où un gouvernement, un roi, je crois que c'était Philippe Auguste, a effacé une dette. Ensuite, dans le reste du Moyen-Âge, les autres rois ont fait appel à des banquiers juifs. Pourquoi ? Les catholiques, les chrétiens n'avaient pas le droit de prêter de l'argent. Seuls les juifs étaient autorisés parce que c'était des mécréants. Ce n'étaient pas des chrétiens. Et donc, régulièrement, ils ont effacé les dettes et chassé les juifs ou massacré les juifs pour effacer la dette. Ensuite, les banquiers ont fait appel aux banquiers lombards, donc d'Italie du Nord. Et là, ça a duré longtemps. C'est donc ça a duré de 1400 jusqu'à la fin des rois, 1800. Et donc, la Révolution française a effacé la dette. Chaque fois qu'il y a une révolution, il y a un effacement de dette. Les bolcheviks, en 1917, ont effacé la dette qu'ils avaient vis-à-vis de la France. Et il n'y a pas longtemps, Poutine a reconnu que, en théorie, la Russie devait à la France des milliards. C'était des milliards de francs or. Donc c'est des sommes phénoménales. Et ça a ruiné une bonne partie des rentiers français. Et donc c'est bien la révolution bolchevique en 17 qui a dit on efface la dette, c'est terminé, on ne donnera pas un centime aux Français. Et donc de nos jours, on peut faire pareil. Le tout, c'est la volonté politique, c'est de dire bon, maintenant, stop, on renationalise la banque centrale qui fera marcher la machine à billets toute seule sans intérêt, et tous les banquiers qui se sont gavés sur le pays, eh ben, ils peuvent s'asseoir sur leur fortune. Voilà. Oh, ça serait trop bien. Et oui. Si c'est aussi simple. Non, mais c'est sûr qu'on nage en pleine désinformation. Moi, je me souviens à l'époque, Pompidou, donc 73, on avait présenté Pompidou, non, mais c'était même avant, c'est quand De Gaulle est mort, donc en 70, il a été élu vers cette époque-là, on a présenté Pompidou comme un ancien prof de lettres. Je me souviens très très bien. Et maintenant, dans les années 2000, j'ai appris, donc 30 ans plus tard, qu'en réalité, il était associé à la banque Rothschild, comme Macron. Alors ça fait tilt. Ensuite, Giscard a continué dans cet axe. Et maintenant, le dernier rejeton, c'est Macron, banque Rothschild. Donc on est réellement dans un système de mise en coupe réglée du patrimoine de la nation, de la France. Alors on nous dit la dette, il faut payer la dette. Les générations futures ne doivent pas payer pour nous. Les générations futures, elles prendront leur courage à deux mains, elles diront la dette est effacée à compter de ce jour, il n'y a plus de dette de la France. Et c'est soit une guerre, c'est-à-dire les créanciers viennent et par les armes récupèrent, soit en général, c'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas de guerre, ça s'arrête là, et ils s'assoient dessus parce qu'ils se sont tellement gavés que de toute façon, ils sont bénéficiaires sur 50 ans. C'est sûr que on est dans une époque... Les 2 derniers samedis où il y a eu des manifs à Paris, les journalistes étaient montés sur le toit du drugstore Publicis aux Champs-Élysées pour observer la populace. Hein. Et les gens s'en sont aperçus, et donc les gilets jaunes, et ils leur ont crié « collabo ». Donc ça veut dire qu'ils sont dans le collimateur, ils devraient faire très très attention. Très très attention, parce que la colère des gens est tellement grande qu'il va y avoir de la casse. Ça, c'est clair que celui qui fera le mariole en tant que journaliste et reconnu en tant que collabo, ils risquent leur peau. Et moi, ce qui m'épate, c'est de voir leur abnégation à continuer à soutenir Macron, alors que quand même, bientôt, c'est leur peau qui va être en jeu. Pas celle de Macron. Hein.
Donc ça veut dire qu'on est dans une époque où c'est en train de tourner au vinaigre, et tous ceux qui, par intérêt ou inconscience, continuent de soutenir Macron, risquent très cher. Parce que Macron, lui, je pense qu'il ira se réfugier à Berlin. Ça, c'est clair. Il ira chez Merkel. C'est sûr. Parce que c'est elle qui dirige tout ça, en fait. C'est elle qui tire les ficelles. Et, alors, je pense qu'elle sera un peu enquiquinée, parce que comme elle est plus très forte au niveau politique, ça va pas trop l'arranger d'accueillir Macron. Donc, elle va essayer de ne pas l'accueillir. Mais sinon, le Macron, il n'a plus beaucoup d'endroits où aller. Hein. Si, au Maroc. Le macronisme, c'est une invention marketing. En réalité, la constante du dernier siècle d'histoire de France, c'est les radicaux. Les radicaux, donc, c'était les notables. Hein, donc, il y a eu les radicaux tout court, puis après, il y a eu les radicaux de gauche. Il y a eu une scission. Mais dans tous les cas, c'était des gens friqués. C'était les notables, le toubib, le notaire, l'avocat des bourgades de France qui se gardaient le pouvoir entre eux. Donc c'était la France radicale. Donc ça a été la fin de la Troisième République avec le désastre de 1940. Là, les radicaux se sont débarrassés du problème. Ils se sont autodissous en 1940. Ils ont demandé à Pétain de prendre la suite. Donc, ça montre un peu le niveau de courage de ces gens. Et donc ça, c'est la fin de Troisième République. Arrive la libération, et dans les années 50, la Quatrième République, à nouveau les radicaux, donc les notables, friqués de gauche, la gauche caviar, qui se fout dans la merde de la guerre d'Indochine, qu'on perd brillamment, et surtout dans la merde noire de la guerre d'Algérie. Et arrive De Gaulle, qui crée la Cinquième République pour essayer de casser la logique des radicaux de gauche. Et grâce aux gaullistes, pendant une vingtaine d'années, les gaullistes ont eu la main sur le pouvoir et les radicaux de gauche étaient dans l'opposition. Et dès que Mitterrand est revenu, ils sont revenus et on les a depuis. Parce qu'après, tous ces, les Bayrou, etc., ils se donnent des noms de... Ouais. Mais en réalité, c'est toujours la même clique. Historiquement, on ferait des études, on s'apercevrait que leur grand-père, leur arrière-grand-père, c'était déjà le même système. Et là, on arrive à une étape quasiment révolutionnaire parce que les gens s'aperçoivent que c'est toujours la même clique qui tire les ficelles et eux payent pour ces gens. Voilà. L'effacement d'une dette ne peut être confié qu'à un gouvernement dont les plans auront été mûrement réfléchis. En ce sens que si on annonce l'effacement d'une dette sans faire aucune mesure de précaution, le pays sera ruiné par la spéculation mondialisée. Donc, avant d'annoncer l'effacement de la dette, il faut d'abord rétablir le contrôle des changes. C'est-à-dire que le pays se protège des mouvements de capitaux, c'est-à-dire les capitaux ne peuvent ni sortir ni rentrer dans le pays. Et donc ça demande un courage politique que peu de partis sont capables d'avoir, puisque c'est la négation, c'est l'anti-mondialisme. À partir du moment où on rétablit le contrôle des changes, eh bien, on dit, on refuse de participer à ce jeu-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont le contrôle des changes, notamment les pays africains, qui acceptent avec grand plaisir le retour des fonds venant de France, mais qui interdisent aux ressortissants français vivant sur place d'exporter leurs capitaux vers la France. Donc le contrôle des changes existe, y compris dans des pays très petits, très peu puissants. Le problème des Anglais, c'est qu'ils ne peuvent pas faire un contrôle d'échange comme on a pu connaître un contrôle d'échange de Gaulle en mai 68. Il a absolument perçu que la situation était propice à la spéculation et à la fuite des capitaux, et donc il a rétabli le contrôle d'échange de façon à empêcher les personnes les plus riches du pays de faire fuir la richesse du pays en quelques mois. Donc on voit que seuls les pays dotés d'un gouvernement fort et sûr de lui sont capables d'imposer ça. Tous ceux qui sont faibles et soumis à l'Europe ne peuvent absolument pas faire ça. Ce sont des larbins, tout simplement.